René Guénon, le symbolisme de la croix. Chapitre 14. Le symbolisme du tissage. Il est un symbolisme qui se rapporte directement à ce que nous venons d'exposer, bien qu'il en soit fait parfois une application qui peut, à première vue, sembler s'en écarter quelque peu. Dans les doctrines orientales, les livres traditionnels sont fréquemment désignés par des termes qui, dans leur sens littéral, se rapportent au tissage. Ainsi, en sanskrit, sutra signifie proprement fil. Un livre peut être formé par un ensemble de sutras, comme un tissu est formé par un ensemble de fils. Tantra a aussi le sens de fil et celui de tissu, et désigne plus spécialement la chaîne d'un tissu. Petite note. Ce mot est identique au latin sutura, la même racine, avec le sens de coudre, se trouvant également dans les deux langues. Il est au moins curieux de constater que le mot arabe surat, qui désigne les chapitres du Coran, est composé exactement des mêmes éléments que le sanskrit sutura. Ce mot a d'ailleurs le sens voisin de rang ou rangée, et sa dérivation est inconnue. D'autre part, la racine tan, de temps, de tantra, de ce mot exprime en premier l'idée d'extension. Fin de la note. De même, en chinois, king est la chaîne d'une étoffe et wei est sa trame. Le premier de ces deux mots désigne en même temps un livre fondamental et le second désigne ses commentaires. Petite note. Au symbolisme du tissage se rattache aussi l'usage des cordelettes nouées, qui tenaient lieu d'écriture en Chine à une époque fort reculée. Ces cordelettes étaient du même genre que celles que les anciens péruviens employaient également et auxquelles ils donnaient le nom de quipos. Bien qu'on ait parfois prétendu que ces dernières ne servaient qu'à compter, il paraît bien qu'elles exprimaient aussi des idées beaucoup plus complexes, d'autant plus qu'il est dit qu'elles constituaient les annales de l'Empire, et que d'ailleurs les Péruviens n'ont jamais eu aucun autre procédé d'écriture, alors qu'ils possédaient une langue très parfaite et très raffinée. Cette sorte d'idéographie était rendue possible par de multiples combinaisons dans lesquelles l'emploi de fils de couleurs différentes jouait un rôle important. Fin de la note. Cette distinction de la chaîne et de la trame dans l'ensemble des écritures traditionnelles correspond, suivant la terminologie hindoue, à celle de la shruti, qui est le fruit de l'inspiration directe, et de la smriti, qui est le produit de la réflexion s'exerçant sur les données de la shruti. Pour bien comprendre la signification de ce symbolisme, il faut remarquer tout d'abord que la chaîne, formée de fils tendus sur le métier, représente l'élément immuable et principiel, tandis que les fils de la trame, passant entre ceux de la chaîne par le va-et-vient de la navette, représentent l'élément variable et contingent, c'est-à-dire les applications du principe à telle ou telle condition particulière. D'autre part, si l'on considère un fil de la chaîne et un fil de la trame, on s'aperçoit immédiatement que leur réunion forme la croix, dont ils sont respectivement la ligne verticale et la ligne horizontale. Et tout point du tissu, étant ainsi le point de rencontre de deux fils perpendiculaires entre eux, est par là même le centre d'une telle croix. Or, suivant ce que nous avons vu quant au symbolisme général de la croix, la ligne verticale représente ce qui unit entre tous les états d'un être ou tous les degrés de l'existence, en reliant leurs points correspondants, tandis que la ligne horizontale représente le développement d'un de ces états ou de ces degrés. Si l'on rapporte ceci à ce que nous indiquions tout à l'heure, on peut dire, comme nous l'avons fait précédemment, que le sens horizontal figurera par exemple l'état humain, et le sens vertical, ce qui est transcendant par rapport à cet état. Ce caractère transcendant est bien celui de la shruti, qui est essentiellement non humaine, tandis que la smriti comporte les applications à l'ordre humain et est le produit de l'exercice des facultés spécifiquement humaines. Nous pouvons ajouter ici une autre remarque qui fera encore ressortir la concordance de divers symbolismes, plus étroitement liés entre eux qu'on ne pourrait le supposer tout d'abord. Nous voulons parler de l'aspect sous lequel la croix symbolise l'union des complémentaires. Nous avons vu que sous cet aspect, la ligne verticale représente le principe actif ou masculin, purusha,
et la ligne horizontale le principe passif ou féminin, prakriti. Toute manifestation étant produite par l'influence non agissante du premier sur le second. Or, d'un autre côté, la shruti est assimilée à la lumière directe, figurée par le soleil, et la smriti à la lumière réfléchie, figurée par la lune. Mais en même temps, le soleil et la lune, dans presque toutes les traditions, symbolisent aussi respectivement le principe masculin et le principe féminin de la manifestation universelle. Le symbolisme du tissage n'est pas appliqué seulement aux écritures traditionnelles. Il est employé aussi pour représenter le monde, ou plus exactement l'ensemble de tous les mondes, c'est-à-dire des états ou des degrés en multitude indéfinie qui constituent l'existence universelle. Ainsi, dans les Upanishads, le suprême Brahma est désigné comme ce sur quoi les mondes sont tissés comme chaînes et trames, ou par d'autres formules similaires. La chaîne et la trame ont naturellement ici encore les mêmes significations respectives que nous venons de définir. D'autre part, d'après la doctrine taoïste, tous les êtres sont soumis à l'alternance continuelle des deux états de vie et de mort, condensation et dissipation, vicissitude du yang et du yin. Et les commentateurs appellent cette alternance le va-et-vient de la navette sur le métier à tisser cosmique. Petite note. Chang Hung-yang compare aussi cette alternance à la respiration, l'inspiration active répondant à la vie, l'expiration passive répondant à la mort. La fin de l'une étant d'ailleurs le commencement de l'autre. Le même commentateur se sert encore comme terme de comparaison de la révolution lunaire, la pleine lune étant la vie, la nouvelle lune étant la mort, avec deux périodes intermédiaires de croissance et de décroissance. En ce qui concerne la respiration, ce qui est dit ici doit être rapporté aux phases de l'existence d'un être comparé à celui-là même qui respire. D'autre part, dans l'ordre universel, l'expiration correspond au développement de la manifestation et l'inspiration au retour au non manifesté, ainsi qu'il a été dit plus haut. Selon qu'on envisage les choses par rapport à la manifestation ou par rapport au principe, il ne faut pas oublier de faire l'application du sens inverse dans l'analogie. Fin de la note. D'ailleurs, en réalité, il y a d'autant plus de rapport entre ces deux applications d'un même symbolisme que l'univers lui-même, dans certaines traditions, est parfois symbolisé par un livre. Nous rappellerons seulement à ce propos le Liber Mundi des Rose-Croix, et aussi le symbole bien connu du Liber Vitae apocalyptique. À ce point de vue encore, les fils de la chaîne par lesquels sont reliés les points correspondants dans tous les états constituent le livre sacré par excellence, qui est le prototype ou plutôt l'archétype de toutes les écritures traditionnelles, et dont celles-ci ne sont que des expressions en langage humain. Les fils de la trame, dont chacun est le déroulement des événements dans un certain état, en constituent le commentaire, en ce sens qu'il donne les applications relatives aux différents états. Tous les événements, envisagés dans la simultanéité de l'intemporel, sont ainsi inscrits dans ce livre, dont chacun est pour ainsi dire un caractère, s'identifiant d'autre part à un point du tissu. Sur ce symbolisme du livre, nous citerons aussi un résumé de l'enseignement de Muhyiddin ibn Arabi. Nous citons : l'univers est un immense livre. Les caractères de ce livre sont tous écrits, en principe, de la même encre et transcrits à la table éternelle par la plume divine. Tous sont transcrits simultanément et indivisibles. C'est pourquoi les phénomènes essentiels divins cachés dans le secret des secrets prirent le nom de l'être transcendante. Fin de citation. Et ces mêmes lettres transcendantes, c'est-à-dire toutes les créatures, après avoir été condensées virtuellement dans l'omniscience divine, sont, par le souffle divin, descendues aux lignes inférieures et ont composé et formé l'univers manifesté. Une
Une autre forme du symbolisme du tissage, qui se rencontre aussi dans la tradition hindoue, est l'image de l'araignée tissant sa toile. Image qui est d'autant plus exacte que l'araignée forme cette toile de sa propre substance. En raison de la forme circulaire de la toile, qui est d'ailleurs le schéma plan du sphéroïde cosmogonique, c'est-à-dire de la sphère non fermée à laquelle nous avons déjà fait allusion, la chaîne est représentée ici par les fils rayonnants autour du centre et la trame par les fils disposés en circonférence concentrique. Pour revenir de là à la figure ordinaire du tissage, il n'y a qu'à considérer le centre comme indéfiniment éloigné, de telle sorte que les rayons deviennent parallèles, suivant la direction verticale, tandis que les circonférences concentriques deviennent des droites perpendiculaires à ces rayons, c'est-à-dire horizontales. En résumé, on peut dire que la chaîne, ce sont les principes qui relient entre eux tous les mondes ou tous les états, chacun de ces fils reliant des points correspondants dans ces différents états, et que la trame, ce sont les ensembles d'événements qui se produisent dans chacun des mondes, de sorte que chaque fil de cette trame est, comme nous l'avons déjà dit, le déroulement des événements dans un monde déterminé. À un autre point de vue, on peut dire encore que la manifestation d'un être dans un certain état d'existence est, comme tout événement quel qu'il soit, déterminé par la rencontre d'un fil de la chaîne avec un fil de la trame. Chaque fil de la chaîne est alors un être envisagé dans sa nature essentielle, qui, en tant que projection directe du soi principiel, fait le lien de tous ces états, maintenant son unité propre à travers leur indéfinie multiplicité. Dans ce cas, le fil de la trame que ce fil de la chaîne rencontre en un certain point correspond à un état défini d'existence, et leur intersection détermine les relations de cet être, quant à sa manifestation dans cet état avec le milieu cosmique dans lequel il se situe sous ce rapport. La nature individuelle d'un être humain, par exemple, est la résultante de la rencontre de ces deux fils. En d'autres termes, il y aura toujours lieu d'y distinguer deux sortes d'éléments, qui devront être rapportés respectivement au sens vertical et au sens horizontal. Les premiers expriment ce qui appartient en propre à l'être considéré, tandis que les seconds proviennent des conditions du milieu. Ajoutons que les fils dont est formé le tissu du monde sont encore désignés dans un autre symbolisme équivalent comme les cheveux de Shiva. On pourrait dire que ce sont en quelque sorte les lignes de force de l'univers manifesté, et que les directions de l'espace sont leur représentation dans l'ordre corporel. On voit sans peine de combien d'applications diverses toutes ces considérations sont susceptibles. Mais nous n'avons voulu ici qu'indiquer la signification essentielle de ce symbolisme du tissage, qui est, semble-t-il, fort peu connu en Occident.